Bienvenue sur le séminaire René Guénon. Le séminaire René Guénon qui a pour but de proposer des cours complets basés sur les textes des œuvres de René Guénon, le métaphysicien traditionnel qui a reconstitué l'essentiel de l'enseignement des doctrines traditionnelles, spirituelles, présentes notamment dans toutes les religions que nous connaissons, et par exemple le christianisme. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en faisant des dons sur mon Tipeee, séminaire René Guénon. Le programme de cette séance, c'est la suite de la crise du monde moderne. Nous en sommes au chapitre 6. Chapitre 6 de la crise du monde moderne, qui a été publié, je vous le rappelle, en 1927. Chapitre 6 donc, et sixième cours aussi, le chaos social. Alors, donc René Guénon applique la doctrine traditionnelle et sa réflexion sur le monde moderne en état critique, en s'intéressant maintenant donc au point de vue social. Mais il précise, le point de vue social ne nous intéresse que très indirectement, parce qu'il ne représente qu'une application assez lointaine des principes fondamentaux, et que par conséquent ce n'est point dans ce domaine en lui-même que pourrait, en tout état de cause, commencer un redressement du monde moderne. Et oui, la société est en quelque sorte la conséquence de conditions ou de causes, et non pas l'expression directe de ces causes. Donc du coup, le point de vue social ou l'état de la société est un ensemble de conséquences. Donc analyser la société en elle-même n'explique pas grand-chose et ne permet pas de résoudre pas davantage de choses. Donc le point de vue social est donc intéressant, mais de manière indirecte par rapport à la doctrine métaphysique, évidemment. Néanmoins, il faut faire le lien. Donc René Guénon descend sur le point de vue social pour pouvoir expliquer comment s'appliquent les doctrines traditionnelles et comment la société incarne elle-même en quelque sorte la dégradation du monde moderne et l'éloignement à partir de principes. Ce n'est donc qu'en réintroduisant par le supérieur, par le dessus, quelque chose d'autre que du social, que on pourra opérer un redressement du monde moderne, comme le souhaite René Guénon, ou comme en tout cas le postule René Guénon. Donc en réinjectant par le supérieur des principes traditionnels. Et donc il explique, en partant des conséquences au lieu de partir des principes, on manquerait forcément de bases sérieuses et ce serait tout à fait illusoire. Rien de stable ne pourrait jamais en résulter et tout serait à recommencer incessamment parce qu'on aurait négligé de s'entendre avant tout sur les vérités essentielles. Donc René Guénon tout simplement rétablit la bonne logique qui consiste à partir des principes et non pas des conséquences. Or, la société, l'état de la société, dans toutes ses dimensions, n'est qu'un ensemble de conséquences. Voilà pourquoi, pour Guénon, tout redressement du monde actuel, ou même tout redressement d'un groupe d'individus ou d'un individu, ne peut être entrepris seulement qu'à partir du point de vue et du domaine de la connaissance doctrinale de la tradition universelle et spirituelle. Et c'est pourquoi Guénon pense que seule une élite gnostique, une élite mystique, spirituelle, initiée, tous ces termes étant en réalité équivalents sur le plan métaphysique, donc seule une élite restreinte et de manière indirecte peut commencer cette entreprise, comme nous allons le voir, cette entreprise de redressement plus ou moins étendu du monde moderne, ou en tout cas de certains individus ou de certains groupes d'individus, en tout cas sur un plan hypothétique ou potentiel.
Donc voyons comment Guénon va expliquer cette hypothèse, ce projet. La perte de l'ordre traditionnel, comme nous l'avons vu, qui impliquait donc une hiérarchie, suivant la qualité des individus, pour permettre de constituer une sorte de société organique, hiérarchique et harmonieuse, équilibrée et complémentaire. Donc la perte de cet ordre hiérarchique traditionnel a amené à un désordre social inévitable, à une véritable anarchie. Anarchie signifiant absence d'ordre, mais aussi tout simplement et étymologiquement, en grec, anarcheia ou anarché, si l'on veut, c'est l'absence de principe, étymologiquement. Absence de principe. Et René Guénon explique, personne dans l'état présent du monde occidental ne se trouve plus à sa place, à la place qui lui convient normalement en raison de sa nature propre. C'est ce qu'on exprime en disant que les castes n'existent plus, car la caste, entendue dans son vrai sens traditionnel, n'est pas autre chose que la nature individuelle elle-même, avec tout l'ensemble des aptitudes spéciales qu'elle comporte et qui prédisposent chaque homme à l'accomplissement de telle ou telle fonction déterminée. Tout cela étant à partir du principe spirituel qui surplombe toutes les castes. Et donc, ainsi dans le monde moderne, chacun se trouvera amené à faire n'importe quoi, et souvent ce pourquoi il est le moins qualifié. Le rôle qu'il jouera dans la société sera déterminé non pas par le hasard, qui n'existe pas en réalité, mais par ce qui peut donner l'illusion du hasard. Donc dans le monde actuel, les hommes ont un emploi, ont un statut, que certains prennent pour des raisons que certains prennent pour du hasard, le hasard des circonstances, le hasard de la naissance, le hasard donc des distributions des places sociales, si on veut. Mais pour Guénon, ce n'est pas du hasard. Car ce que les hommes appellent le hasard est simplement leur ignorance des causes, c'est-à-dire par l'enchevêtrement de toutes sortes de circonstances accidentelles. Et là, René Guénon d'ailleurs ne fait que reprendre une doctrine qui a été exprimée notamment par Spinoza lui-même, le philosophe Spinoza, qui disait que les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Donc c'est un peu la même idée que René Guénon réexplique ici. Donc, dans le monde moderne, les hommes ont une place, un statut, consécutive à l'enchevêtrement de toutes sortes de circonstances accidentelles et non en fonction d'une hiérarchie qui implique un ordre harmonieux. Le monde moderne part donc du principe, ou du non-principe, ou de l'anti-principe si l'on veut, de la négation de ces différences de nature entre les humains, entraînant celle de toute hiérarchie sociale. Donc négation de toute hiérarchie sociale. Y compris d'ailleurs chez des gens qui se prétendent grands lecteurs et grands adeptes de la doctrine traditionnelle ou de René Guénon. Il n'y a pas de hiérarchie pour eux non plus, ce sont des grands guénoniens qui érigent leur métaphysique dans leur chambre en ayant lu quelques ouvrages de René Guénon, et ils ne reconnaîtront absolument aucune hiérarchie, pas plus que le pire des dégénérés, ignorants, incultes des individus modernes. René Guénon revient sur ce qu'il appelle un pseudo-principe qui a le nom d'égalité, la fameuse égalité qui revient, c'est encore évidemment, encore faut-il le rappeler, le signaler, René Guénon est particulièrement actuel, particulièrement de manière sidérante applicable à la situation encore d'aujourd'hui, puisque l'égalité est encore dans toutes les bouches, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, chez les dirigeants, chez les hommes politiques, chez les journalistes, etc., chez les philosophes, chez tout le monde, se prévaut d'une égalité, de l'égalité. Égalité homme-femme, égalité entre les races, égalité entre les hommes, etc., etc. L'égalité. Donc René Guénon
appelle cette idée un pseudo-principe. Pourquoi ? Il explique, il serait trop facile de montrer que l'égalité ne peut exister nulle part, pour la simple raison qu'il ne saurait y avoir deux êtres qui soient à la fois réellement distincts et entièrement semblables entre eux sous tous les rapports. Et voilà comment est détruite, en toute rigueur, la notion d'égalité appliquée au domaine social ou à la comparaison entre des humains ou entre des groupes d'humains. Il ne saurait y avoir deux êtres, ou deux groupes d'êtres, ça revient au même, mais encore déjà entre deux êtres, entre deux individus si on veut, qui soient à la fois réellement distincts, donc deux êtres distincts, deux êtres différents, deux individus différents, et entièrement semblables entre eux sous tous les rapports. Donc il n'y a pas d'égalité. Ou alors deux êtres qui seraient parfaitement égaux, ça serait des clones. Comme dans Star Wars, si vous voulez, avec l'armée des clones. La nature ne produit jamais d'égalité. Elle produit une qualité nouvelle ou une combinaison nouvelle de qualités différentes, ou une combinaison différente de qualités pour chaque être, pour chaque individu. L'égalité est impossible sur le plan de la nature, sur le plan de l'être. Les hommes sont égaux en tant qu'ils partagent la même condition de manifester par rapport au principe, si on veut. Ils sont également des choses manifestées par rapport au principe. Mais précisément, dans la modernité sans principe, il n'y a plus de principe égalisateur, donc il n'y a plus d'égalité d'aucune sorte. L'égalité de nature ou de société est donc une absurdité logique. Il ne peut pas y avoir d'égalité puisque les êtres sont inégaux par nature, par définition, par essence. L'égalité n'est que comparative et comparative uniquement par rapport au principe. Donc René Guénon est bien évidemment contre l'égalitarisme moderne, non pas par traditionnalisme ou conservatisme politique, social ou religieux, ou par archaïsme. Il vient de l'expliquer lui-même, il vient de démontrer que l'égalité était une absurdité logique et naturelle. D'un point de vue naturel, d'un point de vue physique, d'un point de vue logique, il n'y a pas d'égalité entre des êtres différents. Il ne peut y avoir d'égalité, personnellement je l'ajoute, que en comparaison par rapport au principe. Les hommes par exemple sont égaux, ou les êtres, les animaux, les créatures, si l'on veut, sont toutes également des créatures par rapport au principe. Mais si vous enlevez le principe, il n'y a plus d'égalité puisqu'il n'y a plus le rapport comparatif entre les créatures et le créateur. Donc cela amène René Guénon à se positionner contre l'égalitarisme moderne, pour des raisons donc métaphysiques, doctrinales, logiques, et aussi physiques d'ailleurs, et contre l'enseignement ou l'école égalitaire, et contre l'instruction obligatoire. L'instruction obligatoire, donc, qui avait encore lieu à son époque dans l'école de Jules Ferry, l'école républicaine, pour lui, consiste une idée chimérique, au nom de laquelle on prétend imposer partout une uniformité complète, par exemple en distribuant à tous un enseignement identique, comme si tous étaient pareillement aptes à comprendre les mêmes choses, et comme si, pour les leur faire comprendre, les mêmes méthodes convenaient à tous indistinctement. Donc c'était le modèle de l'éducation, de l'instruction républicaine, et plus généralement, c'est cette idéologie qui est à la source de tout le mouvement de l'instruction générale, on va dire, dans tous les pays occidentalisés, dans tous les pays proposant des écoles, voire des formations supérieures, disons niveau baccalauréat et même un peu supérieur, sous prétexte que tous les êtres sont égaux, donc il faut qu'ils aient un accès égal à l'instruction.
et d'ailleurs, en général, a exactement la même instruction. C'est cela que traite René Guénon. Un enseignement identique, uniformisé, sous la condition, avec la croyance que tous seraient pareillement aptes à comprendre les mêmes choses. Que chaque individu a en quelque sorte exactement la même qualité et la même quantité, la même capacité d'apprentissage, comme si tout le monde était des clones, en quelque sorte. Et comme si on pouvait appliquer les mêmes méthodes à tout le monde. Alors aujourd'hui, évidemment, on s'est éloigné de cet idéal, en quelque sorte, puisque en Occident, les institutions mêmes ont abandonné l'idée de fournir un enseignement substantiel, qui serait uniformisé, égalitaire, etc. On a gardé l'idée qu'il fallait une éducation égalitaire, mais on lui a enlevé tout contenu pour être sûr qu'évidemment tout le monde puisse accueillir ce contenu qui est devenu quasiment vide. Et oui. Donc cela aboutit au fait qu'aujourd'hui l'école moderne, l'école contemporaine, républicaine et d'à peu près tous les pays occidentalisés ne fournit qu'un enseignement superficiel, creux, extrêmement limité et qui va dans la dégradation intellectuelle et scientifique la plus évidente. Et dans le nivellement par le bas, etc. Alors cela s'oppose au monde traditionnel. Dans le monde traditionnel, les enfants sont entièrement éduqués et instruits par leurs parents jusqu'à l'âge du début du travail, à peu près. En tout cas dans le principe général. Disons vers l'âge de 12 ans. Et à cet âge, on confie les enfants à un maître de métier dont ils deviennent le disciple, en fonction de leurs aptitudes naturelles. Et il peut y avoir des enseignements théoriques généraux, fondamentaux, comme lire, écrire et compter, mais cela se fait toujours auprès d'un proche qui en a la connaissance, ou bien d'une autorité, qui est souvent d'ailleurs l'autorité religieuse, cléricale, puisque évidemment les prêtres dans les sociétés traditionnelles, ce sont eux qui sont les détenteurs de l'autorité scientifique et de l'autorité sacrée et scientifique. D'où le fait que ce sont les prêtres qui ont développé les écoles, y compris jusqu'au XVIIIe siècle, les lycées, les collèges et les lycées, notamment jésuites. Alors, revenant sur l'égalité, René Guénon dénonce les manipulations médiatico-politiques modernes qui promeuvent des grands slogans dont le caractère d'ailleurs assez creux c'est de plus en plus démontré par le temps qui passe. Des grands slogans comme égalité, progrès, que René Guénon assimile à des dogmes laïques et à une propagande moderne ou moderniste. Et René Guénon explique que certains idéologues qui promeuvent ces grands slogans sont inconscients, mais d'autres ne le sont pas. Il explique, derrière tout cela, et tout au moins à l'origine, il faut une action beaucoup plus consciente, une direction qui ne peut venir que d'hommes sachant parfaitement à quoi s'en tenir sur les idées, ou plutôt sur les pseudo-idées, qu'ils lancent ainsi dans la circulation. Donc ces grands slogans, égalité, progrès, etc., sont destinés principalement à provoquer des réactions sentimentales, ce qui est en effet le moyen le plus efficace et le plus aisé pour agir sur les masses. Donc pour manipuler le peuple, si vous voulez. C'est pourquoi l'usage du vocabulaire idéologique, aujourd'hui on dit aussi les éléments de langage, est un procédé de suggestion tout à fait comparable à ceux des hypnotiseurs. Et oui, donc René Guénon parle bien d'une immense manipulation, de grands slogans et de propagande manipulatrice, hypocrite et mensongère, destinée à organiser une immense hypnose pour endormir le peuple, pour endormir en tout cas une majorité du peuple,
dans une sorte d'abêtissement, d'acceptation d'idéaux qui sont en réalité totalement creux, comme l'idéal d'égalité, qui est totalement creux puisqu'il est rigoureusement absurde et illogique. Mais on y croit pour des raisons purement sentimentales. Ah, il faut aider son prochain, il faut se considérer comme devant aider son prochain, etc. Ce qui a toujours été enseigné par toutes les traditions, mais aujourd'hui ça a été remplacé par le dogme de l'égalité, qui est un dogme creux évidemment qui se confronte au fait que nous vivons dans le monde le plus inégalitaire qui soit. Le monde moderne, qui se targue tant d'égalité, n'a jamais été aussi inégalitaire que toutes les sociétés traditionnelles. Donc il faut quand même revenir à ce qui est le plus évident et il faut quand même rétablir la vérité des choses. Donc continuons à analyser cette immense manipulation, cette propagande moderniste. René Guénon nous explique la grande habileté des dirigeants dans le monde moderne est de faire croire au peuple qu'il se gouverne lui-même. Donc la fameuse démocratie. Et le peuple se laisse persuader d'autant plus volontiers qu'il en est flatté, et que d'ailleurs il est incapable de réfléchir assez pour voir ce qu'il y a là d'impossible. Donc le peuple en lui-même, en tant que peuple, en tant que masse collective, est effectivement incapable de réfléchir en tant que masse collective. Il faut bien le préciser. Guénon ne parle pas des individus, il parle des masses collectives, il parle de l'effet de foule, de l'effet de masse, de l'effet de collectivité populaire, ou de majorité. Le peuple, en effet, au sens politique, ou au sens du pouvoir politique et social, n'est qu'une masse passive. L'opinion est quelque chose que l'on peut très facilement diriger. Et d'ailleurs, cela a été démontré par d'autres sociologues et anthropologues, pas forcément traditionnalistes d'ailleurs, mais tout simplement objectifs et scientifiques. Par exemple, Gustave Le Bon. René Guénon explique, en reprenant notamment ses analyses, mais en se les faisant siennes, la majorité, sur n'importe quel sujet qu'elle soit appelée à donner son avis, est toujours constituée par les incompétents, dont le nombre est incomparablement plus grand que celui des hommes qui sont capables de se prononcer en parfaite connaissance de cause. Toujours en se situant dans le domaine des masses populaires, des masses collectives. Donc quelles sont les implications politiques de cet égalitarisme que René Guénon explique comme étant partie intégrante de la grande propagande moderniste, mensongère et manipulatrice. Si la compétence des spécialistes est souvent fort illusoire, donc ces spécialistes, là encore, actualité ahurissante de Guénon, sur les plateaux de télévision, dans les journaux, dans les émissions radio, il n'y a que spécialistes et experts. René Guénon parle de cela. Si la compétence des spécialistes est souvent fort illusoire, et en tout cas limitée à un domaine très étroit, la croyance à cette compétence est cependant un fait. Et l'on peut se demander comment il se fait que cette croyance ne joue plus aucun rôle quand il s'agit de la carrière des hommes politiques, où l'incompétence la plus complète est rarement un obstacle. Fin de citation. Là encore, je ne fais que signaler l'ahurissante actualité, pertinence, vérité des propos de Guénon, que tout un chacun pourra évidemment reconnaître aujourd'hui. Et donc la carrière des hommes politiques de l'incompétence la plus complète, comme le dit Guénon, n'est qu'un résultat très naturel de la conception démocratique en vertu de laquelle le pouvoir vient d'en bas. C'est un pouvoir ou un pseudo-pouvoir si l'on veut, qui vient d'en bas, qui est donc bottom-up, comme on dit en anglais, bottom-up, donc par en bas. De la même manière que la science moderne est une science par en bas, par l'expérimentation.
et par les données sensibles. Dans la tradition, au contraire, le pouvoir vient d'en haut, il vient du principe, il vient de la connaissance, la vision des principes métaphysiques, spirituels, transcendants, universels et intemporels, et c'est pourquoi le symbole du pouvoir, de la hiérarchie traditionnelle, est peut-être symbolisé par la pyramide, où le principe est unique et il vient du ciel, il symbolise le ciel ou le sommet, tandis que et donc il symbolise une élite qualifiée et sacrée dont le pouvoir s'applique à une masse terrestre qui est une quantité qui s'étale donc sur la base de la pyramide. Donc, au contraire de tout cela, l'égalitarisme moderne. René Guénon continue dans son analyse des manipulations de la propagande moderniste et de ses sophismes, c'est-à-dire de ses fausses logiques, mensongères, manipulatrices et illogiques en réalité. La démocratie n'est justifiée que par des sophismes. Mais en réalité, la logique est évidente, si l'on se penche dessus de manière objective. Donc René Guénon, en quelque sorte ici, promeut l'objectivité la plus élémentaire, le bon sens. Qu'est-ce qu'il dit ? Le supérieur ne peut émaner de l'inférieur, parce que le plus ne peut pas sortir du moins. Ce qui est lié à l'adage qui peut le plus peut le moins, qui est au contraire de ce que vient de dire Guénon, enfin le contraire de l'affirmation égalitariste qui implique que le plus vient du moins. Donc le pouvoir viendrait par en bas dans la démocratie moderne. Donc, au contraire, c'est l'inverse, qui peut le plus peut le moins. C'est l'élite qui est supérieure, qui peut aussi être dans l'inférieur. Et si vous voulez, c'est en quelque sorte Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est le roi, qui est le grand prêtre, qui peut le moins, qui peut être charpentier, par exemple, qui peut être un pauvre mendiant qui erre sur les routes pour prêcher la venue du royaume, pour l'appliquer dans le cadre de la doctrine évangélique. Tandis que le pécheur ne peut pas être, le pécheur dans tous les sens du terme d'ailleurs, ne peut pas être roi. Mais si quelqu'un est d'abord le fils de Dieu, le roi légitime, et le grand prêtre, le grand prophète, il peut aussi être un charpentier, un simple charpentier. Chez Guénon, donc, chez Guénon et dans la doctrine traditionnelle, le plus contient le moins, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc ça, c'est un principe absolument fondamental, d'ailleurs de simple bon sens, qu'on trouve chez Guénon. L'inverse n'est pas vrai, le plus contient le moins, mais le moins ne contient pas le plus. Et ce simple principe est d'ailleurs très mal assimilé, même par de très grands ou de très prétendus guénoniens et autres traditionalistes prétendument érudits, ou théologiens ou grands spirituels traditionnels. Le peuple ne peut pas conférer un pouvoir qu'il ne possède pas lui-même. La souveraineté du peuple est donc une arnaque, une illusion, une blague. D'ailleurs, qu'est-ce que le peuple ? Les modernes ne savent même pas le définir. Le pouvoir véritable ne peut venir que d'en haut. Et c'est pourquoi, disons-le en passant, il ne peut être légitimé que par la sanction de quelque chose de supérieur à l'ordre social, c'est-à-dire d'une autorité spirituelle. S'il en est autrement, ce n'est plus qu'une contrefaçon de pouvoir. Donc là, c'est encore évidemment une explication absolument essentielle pour comprendre l'arnaque absolue de la démocratie moderne et le fait que, par exemple, voter à des élections est la marque d'une ignorance totale de la logique la plus élémentaire que ne faisait que appliquer la tradition. Le pouvoir ne peut venir que d'en haut, il ne peut venir que de la connaissance des principes qui seuls permettent la connaissance
de ce qui est universel. Donc cette république qui se prétend universelle, il faut donc d'abord la connaissance de ce qui est universel, et cette connaissance de ce qui est universel va consacrer une élite pour exercer un pouvoir en supériorité par rapport au peuple. Ça, c'est l'ordre hiérarchique naturel des choses. Dès que vous sortez de cela, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans les contrefaçons, dans les arnaques, dans l'ignorance, dans l'illogisme, et dans les chantages sentimentalistes, au mieux. D'ailleurs, cela s'est vérifié par exemple dans le cas du communisme stalinien, où, évidemment, le communisme stalinien étant fondé sur les idéaux les plus radicalement égalitaristes, ce qui a abouti à une tyrannie absolue, avec un dictateur, une caste, les apparatchiks, une caste de dirigeants robotisés, sous l'ordre direct du dictateur unique, qui domine totalement un peuple qui n'a absolument aucune voix au chapitre. Donc le cas du communisme stalinien est par, si vous voulez, la démonstration que l'égalitarisme est une arnaque, est un mensonge, est un illogisme. Et d'ailleurs, c'est aussi une démonstration qu'un pays entier, et même un immense pays, peut se soumettre à des idéaux modernes complètement absurdes, avec le chantage de l'égalitarisme communiste. Donc ça marche. L'illogisme politique peut tout à fait triompher. Donc aujourd'hui, dans le capitalisme, qui n'est pas exactement les mêmes discours que le communisme, mais qui soutient exactement les mêmes ambitions à l'égalité, eh bien nous trouvons le même genre d'absurdité et d'illogisme politique et social. L'un des mécanismes ou l'une des causes de la dégradation des cycles de la civilisation, pour Guénon, est ce renversement de toute hiérarchie qui commence dès que le pouvoir temporel veut se rendre indépendant de l'autorité spirituelle, puis se la subordonner en prétendant la faire servir à des fins politiques. Donc là, René Guénon explique le point de bascule qui va faire que les civilisations traditionnelles vont entrer dans des phases de décadence brutale et radicale et tout à fait nette. Puisque dans les civilisations anciennes, traditionnelles, il y a déjà eu évidemment des renversements, des dégradations, des chutes, des basculements. Et on peut appliquer d'ailleurs cela à l'époque de l'Empire romain, à l'époque de Jésus si l'on veut. D'ailleurs l'empereur, qui est au départ un homme de guerre, un conquérant, un homme de pouvoir, comme nous l'avons déjà signalé, se faisait nommer Auguste, autrement dit vénéré, sacré, pour pouvoir avoir, en plus du pouvoir temporel, donc le pouvoir politique, l'autorité spirituelle, c'est-à-dire l'autorité de la prêtrise, du sacerdoce. Donc René Guénon appelle cela, donc cette révolte du pouvoir temporel qui se met à se révolter contre l'autorité spirituelle et à la dominer, et ensuite à l'instrumentaliser, c'est la première usurpation qui ouvre la voie à toutes les autres. Même phénomène avec la royauté française au XIVe siècle, avec notamment Philippe le Bel, qui soumet explicitement à son pouvoir l'Église catholique romaine, et le roi se fait obéir du pape. Donc ce n'était plus le roi qui obtenait sa consécration de la part du pape, mais le roi se faisait obéir du pape, qu'il contraignait à se soumettre à ses décisions. Alors René Guénon revient à l'idée que la majorité doit faire la loi, dans l'égalitarisme moderne. Mais la majorité est celle des incompétents, et cela par nature et par pure logique, et non par jugement social, évidemment. Ce n'est pas un jugement sur le peuple est bête. Non, le peuple n'est pas bête. C'est l'idée que la majorité doit faire loi est, en soi, d'un point de vue purement logique, absurde. Et il recommence à expliquer tout cela. Dans une foule, l'ensemble des réactions mentales qui se produisent entre les individus composant
cette foule, aboutit à la formation d'une sorte de résultante qui est non pas même au niveau de la moyenne, mais à celui des éléments les plus inférieurs. Il y a toujours un nivellement par le bas, dans les effets de foule, dans les effets de masse collective. Et comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà signalé, cela a été constaté par les anthropologues et les sociologues qui se sont penchés sur la question. Qu'est-ce exactement que cette loi du plus grand nombre qu'invoquent les gouvernements modernes et dont ils prétendent tirer leur seule justification? C'est tout simplement la loi de la matière et de la force brutale, la loi même en vertu de laquelle une masse entraînée par son poids écrase tout ce qui se concentre sur son passage. C'est là que se trouve précisément le point de jonction entre la conception démocratique et le matérialisme. Et c'est aussi ce qui fait que cette même conception est si étroitement liée à la mentalité actuelle. Donc là, René Guénon commence à coller les morceaux, à reconstituer la cohérence de cette modernité par rapport à ce qui a déjà été dit sur le matérialisme, l'empirisme, l'expérimentalisme et le scientisme moderne. La loi de la démocratie, la loi du plus grand nombre, est une application politico-sociale du matérialisme. C'est la masse qui est censée, la masse collective du peuple, donc de l'humanité, qui est censée être le principe du pouvoir politique. Or, toute masse, par définition, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit corporelle, ou qu'elle soit collective, sociale, eh bien, a des lois. Et ces lois, c'est qu'une masse ne peut être qu'entraînée par son poids, inerte, et qu'elle écrase tout ce qui se rencontre sur son passage. Dans la tradition, au contraire, c'est l'unité qui est au sommet de la hiérarchie, car c'est elle qui est le principe dont sort toute multiplicité. Mais lorsque le principe est nié ou perdu de vue, il ne reste plus que la multiplicité pure qui s'identifie à la matière elle-même. Alors reprenons. Dans la tradition, dans la doctrine métaphysique traditionnelle, le monde va du haut vers le bas. Il va dans la chute, dans la décadence progressive, par des cycles successifs. Par exemple, dans la doctrine chrétienne, il y a le péché originel, la chute. Et donc cette évolution du haut vers le bas suit, comme nous venons de le dire, la loi de la pesanteur de cette masse que constitue la majorité de la population, ou la masse matérielle, la masse du cosmos, etc. Donc le mouvement va du haut vers le bas, par sa pesanteur, par sa densification aussi. Le principe de la matière de cette masse se densifie en tant que masse, donc il intensifie ses caractères massif. Le monde va aussi dans la matérialisation, dans la multiplication, sous l'effet de la quantité qui devient le principe dominant, la quantité. La matière étant un principe de division, de séparation, d'où le fait que la société de consommation de masse est une société totalement éclatée, de religion éclatée, de famille éclatée, etc., de communautés éclatées, sous le même principe de l'individualisation, de l'individualisme dont nous avons déjà parlé. Donc voilà cette évolution du haut vers le bas, de l'unité et de la qualité et de l'harmonie vers la masse quantitative, individualiste, éclatée, dispersée, multipliée. D'où le fait aussi qu'on obtient aussi le cosmopolitisme moderne dans des villes immenses, dans des villes ou des pays riches, avec des métropoles immenses
qui masse justement tout un ensemble de communautés d'immigrés, pour des raisons d'ailleurs purement économiques, matérielles, puisqu'évidemment si des gens étaient gouvernés par le seul principe spirituel, on peut se poser la question s'ils émigreraient pour l'argent, si vous voulez, pour l'argent ou pour le confort matériel, pour le pur confort matériel. Donc ces grands pays et ces grands systèmes cosmopolites de masse, gérés par l'argent, par l'économie, est aussi une manifestation de la multiplication et de la diversification et de l'individualisme moderne. Alors que, évidemment, si vous vous situez dans le paradigme, dans le modèle de pensée moderne, vous croyez que le monde va du bas vers le haut. Ce qui est une illusion, évidemment. Notamment dans l'idéologie moderne de l'égalitarisme et du progrès, il faut conquérir l'égalité, l'humanité progresse par la science, par l'évolution de la loi politique, etc. Nous allons vers toujours plus d'égalité. Donc l'humanité va du bas vers le haut, au point de vue des valeurs en quelque sorte. Ce qui est donc une illusion totale et une impossibilité même. Maintenant, dans la perspective traditionnelle de la voie spirituelle, qui est donc au départ purement individuelle, et qui part de la qualité propre de la nature de l'individu. L'individu traditionnel, qui est dans une voie spirituelle, va effectivement, lui, essayer d'aller à contre-courant de la chute cyclique de toute l'humanité, du monde entier de manière générale. Donc cette chute cyclique, donc qui va du haut vers le bas, par définition. Donc la voie spirituelle traditionnelle, la voie sacrée, la voie religieuse, la piété si vous voulez, ou même la voie de gnose, la voie de connaissance sacrée, de sanctification aussi on dit, est une voie donc qui va du bas vers le haut, et donc qui va vers l'unification, sous l'effet de la qualité. Et cette qualité, cet être unificateur, cette union à Dieu, est le principe dominant, évidemment. Donc voilà pour expliquer comment les dynamiques du haut vers le bas ou du bas vers le haut se mettent en place pour comprendre un petit peu ces différents modèles. Alors, René Guénon applique ces idées, pour illustrer ces idées plus précisément, va invoquer Dante et donc la Divine Comédie de Dante, cet auteur italien du Moyen-Âge, et qui aurait représenté dans ses œuvres des doctrines traditionnelles. Dante place le séjour symbolique de Lucifer au centre de la Terre, c'est-à-dire au point où convergent de toutes parts les forces de la pesanteur. Donc cette pesanteur qu'on a déjà rencontrée, et qui est le principe auquel est soumise la masse du monde, la masse de la majorité, la masse collective et la masse démocratique, si vous voulez. C'est à ce point de vue l'inverse du centre de l'attraction spirituelle ou céleste qui est symbolisé par le soleil. Donc voilà, le monde, de manière générale, soumis à la chute cyclique, donc cet âge sombre qu'est la modernité, va du haut vers le bas, jusqu'au centre de la Terre, symbolique, qui est Lucifer, où convergent toutes les forces de la pesanteur. Tandis que dans la voie spirituelle sacralisante, sanctifiante, l'individu ou le groupe d'individus qui veut s'engager dans une voie spirituelle se dirige vers un centre céleste, et non pas le centre de la Terre, et ce centre céleste qui est symbolisé par le soleil, par l'astre, par l'étoile, qui est en quelque sorte la manifestation de Dieu sur le plan de la voûte céleste. La foule moderne est une multiplicité envisagée en dehors de son principe, et qui ainsi ne peut plus être ramenée à l'unité.
Et c'est dans l'ordre social la collectivité conçue comme étant simplement la somme arithmétique des individus qui la composent. Donc vous voyez que René Guénon a une vision sociologique et anthropologique d'une acuité absolument évidente, d'une acuité frappante. Cette formule de Guénon est donc ultra fondamentale et cruciale. La majorité collective moderne est une multiplicité envisagée en dehors de son principe, détachée de son principe, et qui ne peut plus être ramenée à l'unité, donc à un état métaphysique, ou même à un état d'ordre, tout simplement. Un état de stabilité, d'équilibre, de complémentarité, etc. Et d'ailleurs, cela s'applique à la population de manière générale, mais ça peut aussi très bien s'appliquer à tous les échelons de la population, les groupes, les communautés et même les religions. Même celles qui affirment être rattachées à leurs principes, mais le trahissent, ne sont plus rattachées à leurs principes en réalité, ce qui aboutit à des scissions et à des divisions. Ce qu'on appelle des schismes. De la même manière, les familles sont éclatées et ne peuvent plus être ramenées à l'unité, ce qui aboutit à des divorces, à des familles recomposées, etc. Et on peut même appliquer ce principe à l'échelon individuel, où vous aboutissez à des schizophrénies et à toutes les pathologies mentales proches de la schizophrénie. Les individus sont scindés entre diverses valeurs, entre diverses identités qu'ils n'arrivent pas à incarner, qu'ils n'arrivent pas à unifier. On pourrait être tenté, pourtant, d'opposer la collectivité à l'individu, et de penser que des faits tels que le rôle de plus en plus envahissant de l'État, collectivité unifiée par une institution et un centre de pouvoir, de gestion avec quelques valeurs ou principes généraux, donc des faits tels que le rôle de plus en plus envahissant de l'État et la complexité croissante des institutions sociales sont la marque d'une tendance contraire à l'individualisme dans le monde moderne. Donc voilà un des contre-arguments qu'on pourrait opposer au discours que nous venons de rapporter de la part de Guénon. Eh bien, René Guénon explique que non, ce n'est pas le cas, puisque la collectivité n'est pas autre chose que la somme des individus. La société moderne n'est plus un corps social en tant que tel, composé d'organes et hiérarchisé harmoniquement, de manière complémentaire, mais une masse d'individus non organiques. Donc, en réalité, la masse, la collectivité, et n'étant une masse que d'individus, n'est pas autre chose que quelque chose d'individuel. Donc, ne peut pas être contraire à l'individualisme. D'où le fait d'ailleurs que, de manière collective, c'est l'individualisme qui est promu. Donc, s'il y a dans le domaine social des conflits entre diverses tendances à l'esprit moderne, parce qu'on peut constater ici ou là des résistances dans le monde moderne à certains aspects de l'esprit moderne lui-même, ce qui peut nous faire croire qu'il y a des vraies résistances, des oppositions ou des forces plus ou moins traditionnelles, plus ou moins saines, pour essayer de contrebalancer, de compenser, de conjurer des tendances avilissantes ou dégradantes de la modernité. Mais René Guénon explique que c'est illusoire. Ces conflits entre diverses tendances à l'esprit moderne, ces conflits ne sont pas entre l'individualisme et quelque chose d'autre, qui lui serait supérieur et qui pourrait le dominer ou le compléter, mais simplement entre les variétés multiples dans l'individualisme lui-même. Donc ce sont des débats, ce sont des conflits intérieurs à l'individualisme. Ce sont des conflits internes.
Donc les personnes spirituelles et traditionnelles ne doivent pas s'engager dans les conflits intérieurs à l'idéologie individualiste, parce que ce serait tout simplement participer à l'illusion de la modernité. La démocratie s'oppose à l'aristocratie. Toute société traditionnelle a une qualité aristocratique, une structure aristocratique, c'est-à-dire le pouvoir d'une élite dont l'autorité ne vient que de sa supériorité intellectuelle, et notamment consacrée par une caste sacerdotale, une caste de contemplatifs métaphysiques. Et il le répète encore plus loin pour enfoncer le clou au cas où il y aurait un doute, une incompréhension, un flou chez le lecteur. Une élite véritable, nous l'avons déjà dit, ne peut être qu'intellectuelle. Donc que cela soit bien clair, pour René Guénon, une élite ultime, suprême au niveau social et au niveau humain, est une élite intellectuelle. C'est ceux qui savent, ceux qui contemplent les principes et qui les connaissent et qui peuvent les appliquer à la connaissance du monde manifesté par les diverses sciences. Donc cette conception guénonienne qui est celle de la tradition est très sacerdotale, très brahmanique, et c'est aussi en quelque sorte ce qu'on a appelé le roi philosophe chez Platon. L'élite qui devrait détenir le pouvoir social suprême n'est pas le courageux, le combattant, le conquérant, le héros physique ou moral, mais c'est l'intellectuel au sens traditionnel, celui qui dans la conception de Guénon et de la doctrine traditionnelle possède par son intellectualité transcendante, spirituelle, à condition d'être éprouvé par une initiation, évidemment, par une voie spirituelle, par une épreuve, par une voie de cheminement, d'apprentissage et d'épreuve spirituelle, donc en possédant ce qui développera ce que René Guénon va développer dans d'autres livres, une supériorité absolue par rapport à tout autre type d'homme, même le plus grand héros apparent. Donc l'intellectuel, le connaissant, le gnostique, le contemplatif, celui qui voit les principes sacrés, par une initiation qui est une consécration progressive de son être, qui est un apprentissage de la gnose, des connaissances, des sciences traditionnelles, métaphysiques ou physiques, cet individu doit avoir, dans une société traditionnelle, dans un ordre normal, le pouvoir suprême ou l'autorité suprême et est supérieur à n'importe quel héros qui aurait accompli certaines actions, certains exploits plus ou moins courageux. Donc il faut bien retenir ce principe. Chez Guénon et dans la tradition, l'intellect métaphysique supplante absolument toute autre qualité humaine. L'intellect métaphysique étant évidemment chez cet individu qui serait le connaissant, le métaphysique, le contemplatif, le sacerdote suprême en quelque sorte, ou l'initié, le spirituel. Évidemment, une telle personne a une vie, une existence individuelle parfaitement, ou le plus parfaitement possible, cohérente avec la contemplation des principes, avec la connaissance, avec les connaissances sacrées, avec les sciences sacrées. Évidemment, si jamais vous pouviez approcher d'une personne dont la vie est en cohérence la plus parfaite qui soit, ou la plus grande, avec les contemplations métaphysiques ou avec les sciences sacrées, cette personne serait véritablement l'intellectuel, le contemplatif, le sacerdote, l'intellectuel suprême dont parle René Guénon, mais pas chez celui dont la vie serait incohérente par rapport à ses principes. Cela pourrait être bien clair. Ainsi, dans la démocratie moderne, il y a de fausses élites basées sur la considération de supériorité quelconque, éminemment relative et contingente, donc limitée, fragile, dépendante de conditions secondaires et mondaines, et toujours d'ordre purement matériel.
Et là, René Guénon est plus que jamais actuel et pertinent dans le questionnement sur les élites. René Guénon, il parle de qu'est-ce que c'est qu'une élite, qu'est-ce que sont les élites aujourd'hui. Et tout le monde occidental et tous les intellectuels, les sociologues, les anthropologues, les politologues, eux-mêmes reconnaissent qu'il faut se poser des questions sur la nature de l'élite. Et René Guénon le disait déjà en 1927, les élites qu'on nous donne aujourd'hui, ce sont des fausses élites qui sont basées sur des considérations de supériorité relative, relativiste même, et d'ordre purement matériel. Ce sont notamment les riches. Ce sont les riches qui gouvernent. Alors, il faut bien préciser que lorsque René Guénon dit que ce sont de fausses élites modernes, démocratiques, basées sur la considération de supériorité d'ordre purement matériel, on pourrait lui opposer qu'il oublie les manipulations psychiques. Que donc, pour mettre en œuvre et pour réussir dans des manipulations psychiques, il faut tout de même avoir une certaine maîtrise des facultés psychiques. Ce qui implique que ces élites ne sont pas d'ordre purement matériel, mais auraient aussi un minimum de facultés de pouvoir psychique, qui passent notamment par le journalisme, par les médias, par les intellectuels en place, qui relaient en quelque sorte l'idéologie de la propagande démocratique, individualiste, matérialiste, etc. Donc tout le monde médiatique, des masses médias. Mais René Guénon a raison, parce que le peuple, la masse, elle, étant dénuée de principes supérieurs et réduite surtout à sa matérialité, ne détient de psychisme qu'un grain à peine suffisant pour être manipulée psychiquement, justement. C'est-à-dire que la masse collective est donc réduite principalement à sa pesanteur matérielle, comme toute masse, et donc, évidemment, elle a du psychisme. Évidemment, l'humanité n'a pas qu'une matérialité, elle a du psychisme, c'est ce qui fait qu'elle est humaine, justement. Mais ce psychisme est réduit à son minimum, en quelque sorte. L'âme du peuple de masse, des collectivités de masse que nous connaissons dans le monde moderne, se réduit à un psychisme tout à fait restreint, un psychisme tellement faible qu'il ne peut qu'être manipulé, justement, psychiquement, par un pouvoir supérieur qui est, lui, donc aussi fondé sur une élite d'ordre purement matériel. Donc le pouvoir venant d'en bas, il suffit d'avoir une masse matérielle de pouvoir pour s'élever dans la société et pour acquérir une sorte d'autorité qu'il suffira d'exercer sur un pur plan de la manipulation psychique. C'est ce qui fait que aujourd'hui, le peuple, la majorité du peuple est donc soumise à un pouvoir psychique qui vient de la part d'une élite qui ne s'est constituée que par une supériorité matérielle, principalement la richesse, la plutocratie. Et donc, René Guénon propose un diagnostic, un verdict et une proposition à partir de ce constat. Il ne peut y avoir qu'un seul moyen de sortir du chaos, la restauration de l'intellectualité et, par suite, la reconstitution d'une élite qui, actuellement, doit être regardée comme inexistante en Occident. Le cas est d'ailleurs parfaitement illustré chez toutes les factions que nous pouvons rencontrer ici et là dans toutes les pseudo-résistances au monde moderne, par exemple dans le catholicisme dit traditionnel. Et auquel on peut dire la chose suivante, ce qui leur manque,
c'est la véritable connaissance, ce sont les données traditionnelles qui ne s'improvisent pas et auxquelles une intelligence livrée à elle-même, c'est-à-dire une intelligence qui aurait simplement toutes ces données, toutes ces critiques partielles du monde moderne, et celle qui aurait même tous les enseignements d'une tradition exotérique, une tradition donc simplement extérieure, surtout dans des circonstances aussi défavorables à tous égards, donc cette véritable connaissance, ces données traditionnelles ne s'improvisent pas, et cette intelligence livrée à elle-même de ces personnes essayant de conjurer la modernité, donc ne peuvent que suppléer très imparfaitement et dans une bien faible mesure à l'absence de connaissances intellectuelles métaphysiques véritables. Donc René Guénon explique en quoi toutes les factions plus ou moins intellectuelles, plus ou moins scientifiques, plus ou moins conservatrices ou traditionnalistes de tous bords, essayant de conjurer le monde moderne, tant qu'ils n'ont pas la véritable connaissance des principes métaphysiques et la vie qui va avec, évidemment, la vie traditionnelle, la vie consacrée et le point de vue hiérarchique qui s'impose dans un point de vue traditionnel véritable, eh bien, ils ne pourront évidemment jamais atteindre un véritable niveau de conjuration du monde moderne. Il y a donc une sorte de capacité prophétique chez Guénon, qui est tout simplement une application de certains principes traditionnels mais métaphysiques très nets au monde moderne, de la manière la plus logique et en constatant les choses avec le bon sens le plus élémentaire. Guénon a prophétisé certaines choses donc à propos, en l'occurrence, des groupes et des mouvances anti-modernes, anti-système, de résistance aux dérives les plus nettes du monde moderne. Et il dit encore à leur sujet, donc au sujet de toutes ces mouvances anti-modernes et résistantes aux dérives de la modernité, il n'y a que des efforts dispersés et qui souvent s'égarent, faute de principes et de direction doctrinale. On pourrait dire que le monde moderne se défend par sa propre dispersion, à laquelle ses adversaires eux-mêmes ne parviennent pas à se soustraire. Et si vous étudiez, si vous appartenez, ou si vous avez appartenu à un mouvement de résistance ou ayant une perspective plus ou moins anti-moderne, anti-système et plus ou moins traditionnelle, vous savez précisément de quoi parle Guénon et vous l'avez vécu. Il en sera ainsi tant que ceux-ci, c'est-à-dire les antimodernes ou les traditionnels, ou les prétendus antimodernes ou les prétendus traditionnels, il en sera ainsi tant que ceux-ci se tiendront sur le terrain profane, où l'esprit moderne a un avantage évident, puisque c'est là son domaine propre et exclusif. Et d'ailleurs, s'ils s'y tiennent, c'est que cet esprit a encore sur eux, malgré tout, une très forte emprise. C'est pourquoi tant de gens, animés cependant d'une incontestable bonne volonté, sont incapables de comprendre qu'il faut nécessairement commencer par les principes et s'obstinent à gaspiller leurs forces dans tel ou tel domaine relatif, social ou autre, où rien de réel ni de durable ne peut être accompli dans ces conditions. Là encore, c'est saisissant de lucidité et de pertinence concernant tous les mouvements plus ou moins antimodernes, plus ou moins traditionnels, ayant des ambitions plus ou moins métaphysiques ou spirituelles, qui se sont mises en place depuis cette publication de la crise du monde moderne, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, et même au début du XXIe siècle. Tout cela s'est extraordinairement bien vérifié. Les limitations, les échecs profonds, les divisions de tous les prétendus antimodernes, de tous les prétendus traditionnels. Aucune solidité doctrinale, aucune union doctrinale, aucune
alliance sur les principes véritables. Guénon est absolument limpide. L'élite véritable, nous dit Guénon, l'élite véritable, pas les quelques pseudo-résistants, pseudo-traditionnels et anti-modernes, individualistes et qui s'érigent eux-mêmes en autorité en n'ayant aucune compétence et en n'ayant aucune cohérence, mais l'élite véritable, au sens traditionnel, au contraire, n'aurait pas à intervenir directement dans ces domaines, ni à se mêler à l'action extérieure, c'est-à-dire l'action visible, l'action médiatique, sociopolitique, dans le monde, économique, social ou politique. L'élite véritable dirigerait tout par une influence insaisissable au vulgaire, et d'autant plus profonde qu'elle serait moins apparente. Alors, donc Guénon oppose les résistants aux dérives de la modernité, qui sont souvent des personnes ou des groupes de personnes un peu tonitruantes, un peu sulfureuses ou plus ou moins engagées dans une action militante, et qui essayent d'avoir donc une audience, d'alerter les gens, etc., d'alerter un public. Donc, tous ces comportements que l'on constate chez ces prétendus antimodernes, toujours, ces prétendus traditionnels, ces prétendues personnes défendant la spiritualité traditionnelle, n'ont pas un comportement qui correspond à ce que Guénon appelle l'élite véritable, qui n'aurait pas à intervenir directement dans ces domaines extérieurs. Pourquoi ? Cela peut nous sembler un peu énigmatique et un peu flou. Et même René Guénon semble assimiler l'élite véritable à une sorte de complot secret. Donc c'est un peu bizarre, a priori, à ce que l'on dit à propos des complots secrets. Bref. En fait, ce n'est pas compliqué. Guénon parle d'une influence, donc par la constitution d'une élite véritable traditionnelle, qui serait une élite donc de connaissants, de contemplatifs, ayant atteint un certain degré métaphysique, et évidemment la cohérence personnelle, individuelle, d'une existence, d'une vie qui correspond à cette vision métaphysique, à cette connaissance des principes. Mais cela ne passerait pas par l'action sociale directe. Cela ne passerait pas par l'action engagée, par l'engagement dans une action sociale ou politique, ni même médiatique. Mais cela passerait par l'intellectualité pure et la pratique traditionnelle ésotérique. C'est-à-dire la spiritualité privée, individuelle ou par petits groupes, de personnes qualifiées, éventuellement par la constitution d'une fraternité, un réseau de pratiques et de formations internes, ésotériques, mystiques, reconstituant des rapports traditionnels, qualitatifs, évidemment non financiers, non commerciaux, non économiques. Donc des rapports traditionnels, le premier desquels étant le rapport maître-disciple. Donc évidemment, il y aurait un rapport maître-disciple dans les personnes constituant cette élite, puisque ce serait une élite de personnes traditionnelles qui donc pratiquent la hiérarchie traditionnelle spontanément, avec des maîtres et des disciples, ou au moins un maître et des disciples, sans lesquels, donc ces rapports traditionnels, comme le rapport maître-disciple, sans lequel tout n'est que bavardage ou pédalage dans le vide, tout n'est que propos de comptoir, individualistes, des opinions modernes de personnes orgueilleuses et égoïstes, avec simplement des prétentions totalement spéculatives et incohérentes. Et donc cela ne peut amener qu'à des coups d'épée dans l'eau. Dans un second temps, cette élite véritable pourrait avoir une influence, donc cette fraternité un peu ésotérique, puisqu'il n'aurait pas de manifestation concrète et manifestée publique dans le monde extérieur. Donc elle aurait un caractère ésotérique ou privé, un peu secret, confidentiel. Donc cette fraternité, cette élite pourrait avoir donc une influence sur des réseaux, par exemple religieux ou intellectuels, et de manière à les connecter à la tradition, à les connecter aux principes métaphysiques.
Et ensuite, à partir de cela, un pan de la société, sous l'influence d'une religion traditionnelle, elle-même d'un exotérisme, elle-même sous l'influence d'une fraternité ésotérique, de spirituels contemplatifs connaissant les principes métaphysiques, ou d'intellectuels et de scientifiques, eux-mêmes sous l'influence de ces contemplatifs connaissant les principes métaphysiques, et qui pourraient ainsi reconstituer ou revenir à des formes de science sacrée, c'est-à-dire une resacralisation de la science. À partir de cela, un certain pan de la société, par ce réseau, indirectement, donc pourrait se reconnecter à la tradition et donc à la métaphysique véritable et aux principes. Et il y aurait comme ça un accord sur les principes à partir de cette élite métaphysique. Si l'on songe à la puissance des suggestions, Guénon parle ici des suggestions psychiques et idéologiques, dont nous avons parlé auparavant, et qui pourtant ne supposent aucune intellectualité véritable, donc comme nous l'avons vu, les élites actuelles, donc les fausses élites, les élites dégénérées, les élites déviantes, qui ont pouvoir sur la société moderne, n'ont aucune intellectualité véritable, mais par contre, elles ont un pouvoir psychique, comme nous l'avons dit. Donc, la puissance des suggestions, qui ne suppose aucune intellectualité véritable, on peut supposer que ce serait, à plus forte raison, la puissance d'une influence comme celle-là, d'une véritable élite, par la concentration dans l'unité principielle et s'identifierait à la force même de la vérité. Donc ici, René Guénon pose une hypothèse, c'est une hypothèse, c'est un projet hypothétique pour essayer de conjurer, autant que faire se peut, le pouvoir de la modernité, les dégénérescences de la modernité sur l'intégralité de la société moderne. Donc, il a un projet qui est un petit peu utopique et romanesque, mais qui est un projet hypothétique, et il le savait, et il a d'ailleurs reconnu par la suite que c'était simplement une sorte de main tendue de propositions pour retrouver le chemin de la tradition depuis l'Occident. Donc c'était un petit peu utopique et romanesque, en tout cas hypothétique, car Guénon présuppose ici de grands initiés qui auraient accompli la réalisation spirituelle traditionnelle, les faisant accéder à des états suprêmes, ou en tout cas à des états spirituels et métaphysiques assez élevés, et qui seraient donc dotés de facultés puissantes, inconnues aux pseudo-initiés modernes. On peut d'ailleurs se demander si, depuis 2000 ans, il y a véritablement eu une élite spirituelle en soi qui aurait eu une influence déterminante, réelle, durable, sur tout un peuple, ou bien on pourrait plutôt imaginer que l'ésotérisme, donc les véritables mystiques, les véritables spirituels, les saints en quelque sorte, depuis 2000 ans sont en général groupusculaires, donc une influence assez éphémère ou fragmentée. Y compris les saints qui sont reconnus par le peuple, par exemple Sainte Thérèse d'Avila si vous voulez, ou Saint Jean de la Croix, ou Sainte Thérèse de Lisieux, ou Saint Séraphin de Sarov, etc., etc. Au bout d'un moment, la révérence, l'intérêt, la ferveur qu'on a pour ces saints est une sorte d'idolâtrie psychique qui n'a plus rien de spirituel et qui n'a d'ailleurs plus aucune influence sur la société, sinon ça se saurait, y compris sur la société religieuse. Dans le règne de la quantité, donc qui est un ouvrage que Guénon rédigera et reconstituera à la fin de sa vie, enfin vers les années 1945, donc plutôt à la fin de sa vie, beaucoup plus tard, Guénon va revenir sur cette opinion, sur ce projet de reconstitution d'une élite traditionnelle, en expliquant l'influence si dominante et presque invincible actuellement de la contre-initiation. Donc ici, il n'en parle pas encore, mais dans le règne de la quantité, il va expliquer la domination de la contre-initiation dans la modernité, qui empêche soit la constitution d'une élite véritable, les êtres qualifiés étant recrutés par la contre-initiation en amont même de leur
potentiel voie spirituelle et réalisation, donc initiation si on veut, ou bien ils sont détruits, ou bien ils sont déviés, ou bien ils sont étouffés et marginalisés par la contre-initiation moderne. Soit cette contre-initiation, plutôt que de s'opposer à cette élite ou ces êtres qualifiés qui pourraient devenir une élite, elle s'intéresse au contraire, dans une deuxième possibilité pour conjurer totalement cette élite véritable potentielle, la contre-initiation moderne empêche, par une chape de plomb psychique, que toute influence d'en haut parvienne à la base profane du peuple. La base profane du peuple, c'est-à-dire la cible de l'élite que Guénon souhaite. Et de cette manière, par une chape de plomb psychique, par un enfermement, vous voyez, qui serait donc cette chape de plomb qui s'imposerait à la masse du peuple, l'influence d'en haut, une influence qui serait là quand même, il y aurait une élite spirituelle, ne pourrait pas transmettre son influence à la base du peuple, parce qu'il y aurait cette chape de plomb psychique, donc cette sorte de manipulation mentale dont nous avons déjà parlé, qui bloquerait en quelque sorte toute influence d'en haut. D'ailleurs, dans le règne de la quantité et les signes des temps, on comprend pourquoi une action sur le terrain sociopolitique, la plus courageuse et la meilleure soit-elle, avec les meilleures intentions du monde, donc une action sur ce terrain sociopolitique ne peut en rien contrecarrer la contre-initiation qui n'est pas atteinte ni affectée par nature, par des actions sociopolitiques, puisque justement son pouvoir est principalement psychique, notamment par les manipulations, par les mensonges, par la propagande idéologique individualiste moderne, qui est imposée si profondément dans le psychisme des hommes modernes, y compris des personnes qui se prétendent guénoniennes ou traditionnelles ou spirituelles. Donc fin du chapitre 6, qui était un chapitre important et passionnant, et d'une véracité absolument, d'une actualité absolument frappante de la part de Guénon sur la société moderne, y compris contemporaine, sur les rouages et les implications des idéologies modernes, notamment l'individualisme, le démocratisme, l'idéologie démocratique, etc. Donc, je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail avec gratitude et avec aumône en me faisant des dons sur Tipeee, ce qui permettrait donc de continuer et de même de me consacrer à plein temps à ce travail, ce qui permettrait à ceux qui n'ont pas d'argent aussi de pouvoir profiter de ces cours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour le chapitre 7 de la crise du monde moderne.